Ah là là, mes tomes de Kingdom, qu'est-ce qu'ils sont beaux, et qu'est-ce que c'est une belle série. Franchement, il faudrait que beaucoup de monde la lise. Et puis il y a Grégor aussi. Ah, mais Yann, ils ont des belles œuvres quand même. Mais j'aimerais bien en découvrir plus. Si seulement j'avais un pouvoir magique qui ferait que je pouvais faire apparaître des mangas rien qu'en faisant 4 dans les mains, ça serait vraiment cool, non? Oh, merci Mayan pour ce pouvoir magique. On est parti pour une grosse critique. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Vous l'avez peut-être compris avec cette super introduction, mais j'ai reçu un colis de la part de Meyane, et du coup, je vais vous faire une critique rapide de ces tomes reçus, et comme il y a 6 mangas différents, on va s'y atteler sans plus tarder. Bum ba-dum ba-dum. Bum ba-dum ba-dum. Japon, 1615. Arrivé au pouvoir en écrasant Hideyori Toyotomi, Ieyasu Tokugawa compte bien asseoir son autorité dans le temps. Il forme donc une milice qui a pour mission de traquer les survivants du clan Toyotomi. Ceux qui s'opposent à lui sont exécutés par le dieu de la guerre, Kibitsuhiko no Mikoto. Cependant, 7 guerriers de l'ombre font leur apparition. Ce sont les 7 lames des fous, les ninja Unshin. Vous venez d'avoir la fiche technique avec le nombre de tomes en France, au Japon, ainsi que le synopsis, avec une image très sombre. Donc voici maintenant mon avis. Alors, les 7 ninjas des fous, c'est compliqué. Compliqué à lire, compliqué à juger, et compliqué à en parler sans être vraiment méchant. Je vous avouerez que j'ai eu un peu du mal à rentrer dedans, même au bout de 3 tomes. On a 7 histoires distinctes, pour l'instant on en a vu 4 entières et on a vu le début de la 5ème. Ça peut être super intéressant pour faire 7 portraits qui s'assemblent, qui utilisent chacun l'univers qu'ils mettent en place pour créer un gros univers global qui lancerait une intrigue finale et rassemblée super intéressante. Sauf que les portraits sont vraiment trop gros. Pas en durée, ça c'est sûr, mais sur tout ce qu'il y a dedans, tous les alentours sur la culture japonaise, c'est intéressant, ça, certes, ça fait beaucoup. D'autant plus qu'il y a beaucoup de place qui est utilisée par la violence, légèrement excessive, et par la sexualité légèrement excessive, souvent les deux en même temps, à la place de développement de personnage. Ça pourrait être une superbe fresque samouraïesque de samouraï. Et pourtant, c'est vraiment pas ce que j'ai. Il y a quelques points positifs, hein. Il y a des portraits qui sont mieux que d'autres. Un point positif. Et surtout, il y a un moment, il y a des portraits qui commencent à se rassembler, et là, ça commence à y avoir des idées mieux. Donc, j'attends le moment où ils se rassembleront, tous. Et ça fera battre mon petit cœur, je pense. Je vous conseille de tester par vous-même, parce que du coup, je ne vais pas en faire une fausse pub. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je ne le conseillerais pas, parce que vraiment, moi, je n'ai pas accroché. Mais quand vous n'êtes pas moi, vous avez peut-être vos chances. Allez, manga suivant. Jinzaburo Kuchi, un samouraï de Kamakura, est exilé à Tsushima, où il est chargé par la fille du gouverneur Terui de défendre l'île des Mongols. Au lieu de la peine de mort, les proscrits ont reçu l'ordre de servir de pions sacrifiables. Ils doivent tenir 7 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de Kyushu, mais face aux armes et aux tactiques étranges des Mongols, le maître du clan Sukekuni et son fils Umajiro se font tuer. Alors que tous s'étaient résignés à perdre, Jinzaburo apparaît seul sur le champ de bataille, vêtu d'une ancienne armure. Un grand danger arrive de la mer. Cette série fleuve, avec de véritables éléments historiques, représente avec un point de vue inédit les invasions mongoles qui ont secoué le Japon du Moyen-Âge. Cette tasse est totalement vide depuis le début. Trop marrant. On voit toujours pas la blague, en fait, parce qu'il y a toujours pas de lumière. Mais à la base, j'avais une tasse de thé, je la buvais en début de CM6, et je disais, hé, j'ai vraiment pas d'eau en fait, quoi. Genre je fais semblant d'être un acteur, parce qu'en fait j'ai vraiment pas d'eau dans ma tasse, je fais juste semblant de boire. Bref, engueule-moi. C'est sans doute le manga qui ressemble le plus à Kingdom, qui était vraiment la valeur sûre de Mehan que je connaissais. Et ça se joue à peu de choses. Déjà, le fait qu'il n'y ait que 10 tomes joue sur le rythme et sur la façon de faire. D'autant plus qu'on arrive assez vite dans l'action, puisque Jinzaburo Kuchi
a des talents, déjà bien disponibles, même s'il est un peu mal apprécié par les autres personnages, et un peu par les lecteurs je trouve, parce qu'il n'est pas simple à appréhender au début. Il finit assez vite, heureusement, par devenir plus agréable par ses faits d'armes à la fin du tome 1, par son passé au début du tome 2, et puis par le fait qu'il ait un rôle de leader important dans la suite. Après, évidemment, il y a un autre personnage principal ici qui gère très bien également. On a pas mal de factions chez les héros, peut-être un peu trop pour être gérant en 10 tomes, et pour que ça soit bien développé chacune. Je ne saurais pas vous dire parce que j'ai lu presque un tiers de l'œuvre, et franchement, il n'y en a pas des masses de personnages qui sont développés. Mais est-ce que c'est nécessaire pour faire une bonne histoire de guerre sur une île qui dure 7 jours en attendant des renforts et contre un clan, les Mongols qu'on ne connaît pas? Pas forcément. C'est très bon. Manga suivant. Jonah est un enfant soldat qui hait les armes depuis qu'il a perdu ses parents lors d'un bombardement. Il s'infiltre dans la milice privée de Coco Ekmatyar, une jeune vendeuse d'armes au caractère pour le moins explosif. Totalement vide, je vous le disais. Est-ce que j'ai trempé ma chambre pour cette blague pas très drôle? Oui. Est-ce que je l'ai fait 2 fois parce que la première fois c'était avec le même écran noir que sur les 2 premiers synopsis? Oui. Jormungand, c'est sympathique. C'est vraiment un manga 99% centré sur l'action. En même temps, ça parle d'un personnage qui est à ses armes, mais qui est enfant soldat et qui gère les armes comme personne, qui est dans un clan avec une marchande d'armes. Du coup, les armes, il y en a partout. Du coup, les scènes d'action, il y en a partout. Bien évidemment. Le propos peut être intéressant sur les enfants soldats, sur les armes, sur les marchands d'armes, sur le fait qu'ils se fassent le mal en partageant la mort par le biais des armes, mais qu'en même temps, ils le font pour des bonnes raisons, qu'ils ne sont pas si méchants que ça. Pour le fait qu'ils soient une grosse famille, vu qu'ils sont un groupe de 10 au total avec Jonah, je crois. Mais encore une fois, le côté action délurée élude les développements de personnages qui finissent encore une fois par arriver. Et je pense que ceux de l'équipe vont arriver un par un au fil des arcs. Par exemple, là, nous avons le vieux qui était un petit peu développé. Là, nous avons la fille avec le bandeau. Mais ils sont tout petits développants, donc peut-être ils les auront plus tard. Et comme il y a des arcs assez courts liés aux différentes missions que fait le groupe, on risque d'avoir des petits développements sympathiques pour chacun des membres. Avec en toile de fond Jonah qui apprend à vivre dans cette famille alors qu'il n'est pas dedans et tout. Ce côté dichotomique fonctionne très bien. C'est pas l'œuvre qui va changer ma vie, mais elle est foutrement efficace et ça fait du bien des œuvres plus simples, plus dans l'action de temps en temps. Donc c'est un grand oui. Classé du coup devant Angole-moi, car ça change de Kingdom. Mais je le mettrai un peu en dessous au niveau qualité. Manga suivant. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé, que je suis bien trempé à cause de cette super idée de faire une blague avec la tasse vide, qu'on n'a pas vu parce qu'il faisait noir, et de faire une blague avec la tasse pleine qui a trempé ma chambre, je vais pouvoir lire le synopsis de Balzar. Le 19e siècle, l'ère des impérialistes. Le commandant Balzar est envoyé par l'Empire dans une école militaire du Bezland, un pays allié. Sa mission est de mener la réforme du système militaire de ce pays afin de combler leur retard flagrant. Mais il se retrouve un peu perdu face à des instructeurs et des élèves qui se sont depuis longtemps habitués à la paix. Dans cette période de transition entre la paix et la guerre, ils vont devoir affronter leur destin. Et voilà, pour ce synopsis, il n'y a plus de blague, parce que j'étais juste trempé et que du coup ça m'a saoulé de me tremper la tête 2 fois. Balzar, très impressionnant. Sans doute les 3 tomes que j'ai reçus qui me plaisent le plus, parce que je les ai rangés dans l'ordre de celui que j'accroche le moins et celui que j'accroche le plus, par 3 tomes. Puis après il y a celui qui a un tome. Voilà. Balzar, ça parle de la paix, de la guerre, de la façon dont les deux se répondent, vu que on a le personnage de Balzar, le commandant, qui arrive dans un pays où il doit entraîner les jeunes qui ne sont plus habitués à la guerre et tout ça. Et donc on suit un groupe de jeunes, la différente tête brûlée, qu'on apprend à connaître petit à petit, et qui semble promis à pas mal de grandes choses, qui doivent embrasser leur destin de manière plutôt étrange, et plutôt rapide surtout. J'ai hâte de voir s'ils vont grandir et si on va les suivre sur plusieurs époques, où ils apprendront au fur et à mesure le sens des responsabilités, de perdre des gens, de la guerre, tout ça. Ça pourrait être super intéressant. Mais à côté de ça, on a Baldur, quelle belle prononciation, qui a quelques problèmes lui-même à affronter, avec son passé qui revient, ici même, là, Monsieur Bordeaux,
et qui lui met quelques bâtons dans les roues, bien évidemment, sinon ce ne serait pas drôle. Et donc là, on a une sorte de belle fresque historique sur le 19e siècle, sur la guerre, la paix, sur la jeunesse, et la façon dont elle peut vivre tout ça, et en même temps sur Balzac et son passé. Je suis très très intrigué par l'avenir de ces personnages, et je me demande qu'a pour la suite. Manga suivant. Cela fait maintenant 10 ans que Lent veut devenir aventurier, mais celui-ci stagne au rang bronze. Un jour, il se rend dans le donjon de la Lune d'eau afin de s'y entraîner et y trouver des ressources à revendre. Mais il tombe nez à nez avec un dragon, créature démoniaque qui ne fréquente normalement jamais ce donjon classé débutant. Paralysé par sa puissance, il se fait dévorer et meurt. Pourtant, il se réveille sous la forme d'un démon squelette. Désorienté, il réussit finalement à bénéficier de l'évolution substantielle, une capacité que seuls les monstres possèdent, et décide de tout faire pour devenir humain. Commence alors une lutte sans merci contre les monstres du donjon. L'histoire de Lent, l'aventurier mort-vivant qui a connu un succès phénoménal sur la toile, est enfin adapté en manga. Je n'ai que 2 mangas en un tome à vous présenter. Celui-là est donc celui que je vous conseille le moins. Et en même temps, c'est le seul que je n'avais pas du tout demandé dans la liste de mangas proposés par Meian. Et ce fut une très bonne surprise. Ça me fait penser à moi quand je me regarde dans Slime, que j'avais lu plus ou moins. En fait, on a un personnage qui a full connaissance théorique sur les donjons, mais qui en soi n'est pas si fort que ça dans la pratique. Il finit par mourir à cause d'un ennemi qui n'est pas censé être là, donc mystère et boule de gomme, on a envie de savoir la suite pour ça. Il devient une boule, il devient un personnage de jeu vidéo, il doit donc tabasser des monstres plus faibles que lui pour prendre de l'XP et devenir de plus en plus fort. Il doit résoudre le mystère de quel était ce monstre, pourquoi il y avait cette zone qui n'existe pas normalement et pourquoi c'est tombé sur lui, sans doute aussi. Il peut aider notre personnage grâce à ses connaissances, s'il arrive à se faire comprendre qu'il n'est pas vraiment un monstre, et ça peut être très intéressant. J'attends peut-être de voir un peu plus de l'univers ou des passages secondaires, mais sinon, dans le principe, à voir comment ça tient sur la longueur également, mais je suis très agréablement surpris. Manga suivant et dernier manga. Daigo Egawa, policier de son état, a été détaché à Kuge, un village de montagne reculé. Bien que la communauté l'accueille chaleureusement, lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise fait jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Une série d'événements étranges, le sentiment d'exclusion, une tension permanente, découvrez tous les tourments de ce village empreint d'ostracisme, dans un thriller riche en suspense. Les habitants de ce village sont cannibales. Ah là là, Gannibal. Quel film Gannibal, quelle merveille. J'ai adoré, purement et simplement, ce tome 1 de Gannibal. Abonnez-vous. Non. On a un officier de police qui arrive dans un village reculé, qui ont des mœurs plutôt étranges, principalement à cause d'une famille, principalement à cause d'un personnage que vous voyez en couverture de ce volume. On a une très belle montée en tension et mise en avant du danger, parce qu'au début, on n'est pas sûr que la menace soit bien réelle, on n'est pas sûr... Ouais, il est assez vite mis en danger, le policier, on va le dire. Mais on peut penser que c'est pour autre chose. Et finalement, on comprend bien pourquoi c'est. Et on est intrigué. Genre, quel va être le futur quant à cette enquête, d'autant plus que la fille de l'ancien enquêteur est dans les parages, d'autant plus que la femme et la fille de l'enquêteur actuel habitent par ici, évidemment, qu'ils ont des comptes à régler, surtout avec la fille, vu qu'elle parle plus à son père parce qu'apparemment il a tué quelqu'un, selon ce qu'il dit. Je suis très très intrigué par l'intrigue principale sur le cannibalisme et sur cette petite famille plutôt étrange qui ne semble pas mettre notre héros en bonne situation à la fin du volume, ainsi que par les histoires plus simples et plus légères qu'il y a derrière, donc celle de la fille de l'ancien enquêteur, celle de la famille de Daigo Agawa. Gannibal est un véritable délice. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup aux éditions Meian pour cet envoi. Je croise les doigts pour un épisode 2. Et sinon, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet homme en commentaire.
et de cette idée de possiblement faire des critiques avec un peu moins de tomes que dans les Komorebiya Consavi de temps en temps, ça pourrait être sympa. Sinon, on se voit dans 2 semaines pour le Komorebiya Consavi 7. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Komore bientôt!